Dans les entrailles d'une prison centenaire, un archiviste condamné à une vie de silence découvre une anomalie dans les plans de sa propre cage. Une erreur de construction, vieille d'un siècle et oubliée de tous, devient sa carte au trésor. Son évasion ne sera pas une affaire de force, mais de patience, de recherche et d'une connaissance intime des secrets que les murs eux-mêmes ont oubliés. C'est une histoire de liberté, trouvée dans la poussière de l'histoire. Si vous aimez les récits où la connaissance est la seule clé, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde de Julien Perrault était un royaume de papier et de silence. À 54 ans, il était le prisonnier le plus invisible de la maison d'arrêt de Belle-Roche, une forteresse de pierre et d'acier construite à la fin du XIXe siècle. Autrefois professeur d'histoire, spécialisé en architecture urbaine, il avait été condamné pour un crime passionnel qu'il n'avait jamais nié, un acte de folie de quelques secondes qui lui avait coûté une vie entière. Dans le chaos brutal de l'univers carcéral, son érudition et sa nature effacée auraient dû faire de lui une proie. Mais il avait trouvé un refuge, une niche, un sanctuaire, les archives de la prison. La bibliothèque de Belle-Roche était une affaire modeste, mais ses archives étaient un monstre, un labyrinthe de sous-sols oubliés où s'entassaient plus de 100 ans de documents administratifs, de registres, de dossiers de détenus et surtout de plans de construction. C'était un chaos de papier, un marécage d'informations que personne n'avait jamais eu le courage ou la patience de vouloir organiser. Personne, sauf Julien. Le directeur de la prison, un homme pragmatique qui voyait en Julien un détenu modèle, sans histoire et doté d'une intelligence évidente, lui avait confié cette tâche herculéenne. C'était une manière de l'utiliser, de le garder occupé, et de mettre un peu d'ordre dans un chaos qui devenait un problème administratif. Pour Julien, ce n'était pas une corvée, c'était un salut. Les archives devinrent son monastère. Il passait ses journées dans le silence frais et humide des sous-sols, seulement éclairé par la lueur d'une ampoule nue. L'odeur de la poussière, du papier jauni et de la lente décomposition de la lignine était son encens. Il était entouré par l'histoire, par les fantômes de milliers de vies qui étaient passées entre ses murs. Il se sentait moins comme un prisonnier et plus comme un moine copiste, un gardien de la mémoire. Son travail était d'une méticulosité obsessionnelle. Il ne se contentait pas de trier. Il lisait. Il apprenait. Il reconstruisait l'histoire de sa propre prison. Il apprit à connaître les noms des architectes, les différentes phases de construction, les rénovations, les ajouts. Il pouvait, en regardant un simple plan, dater une aile du bâtiment, identifier le type de matériaux utilisés, comprendre la logique de sa conception. La prison, pour lui, n'était plus un simple lieu de confinement. C'était un organisme vivant, un palimpseste architectural, une créature de pierre et de métal dont il apprenait à connaître l'anatomie. Il passait ses journées dans un calme presque méditatif, le seul bruit étant le froissement du papier et le grattement de son crayon, alors qu'il créait un nouveau système de catalogage. Les gardiens le laissaient tranquille. Il était le prof, l'inoffensif rat de bibliothèque. Il le voyait comme un homme résigné, qui avait accepté son sort et s'était réfugié dans le passé pour échapper à la misère du présent. Il ne voyait pas l'ingénieur de l'histoire qui, en étudiant les fondations de sa prison, était en train de chercher, inconsciemment au début, les fondations de sa propre liberté. Il ne rêvait pas d'évasion. L'idée même lui semblait absurde. Belle-Roche était une forteresse, une machine conçue pour broyer l'espoir. Il cherchait simplement un sens, un ordre dans le chaos, une manière de faire de sa captivité une continuation de sa vie d'érudit. Mais la connaissance, il allait bientôt le découvrir, est une chose dangereuse. Et parfois, dans la poussière des jours oubliés, on trouve des secrets qui n'étaient pas censés être déterrés. Le projet de catalogage des archives était une tâche titanesque qui aurait dû prendre des années. Julien l'aborda avec la méthode d'un historien et la patience d'un saint. Il commença par séparer les documents par type, les registres de détenus, les dossiers administratifs, la correspondance et enfin, le trésor qu'il gardait pour la fin, les plans et les schémas de construction. Après plus d'un an de travail solitaire, il arriva enfin à la section des plans. C'était un chaos indescriptible. Des centaines de rouleaux de papier calque, de toiles cirées et de bleus d'architecte étaient entassés dans de grands tubes en carton ou simplement empilés dans des coins, couverts de poussière et de toiles d'araignée. Beaucoup étaient endommagés par l'humidité, leurs bords effrités, leur encre parfois effacée. C'était le cœur secret de la prison, sa mémoire structurelle, laissée à l'abandon. Julien commença le long et délicat processus de tri. Il déroulait chaque plan avec une précaution infinie sur la grande table en bois qui lui servait de bureau. Il les identifiait, les datait, les classait. Il y avait les plans originaux de 1895, des œuvres d'art dessinées à la main avec une calligraphie élégante. Il y avait les plans des rénovations des années 1930, avec l'ajout du système de chauffage central. Il y avait les plans de la nouvelle aile de haute sécurité des années 1980, dessinés avec la froide précision des logiciels de conception assistés par ordinateur.
Il était en train de reconstituer l'évolution de la prison, couche par couche. C'est au cours de la 3e semaine de ce travail qu'il tomba sur l'anomalie. C'était un ensemble de plans qui ne correspondaient à rien de ce qu'il avait vu auparavant. Ils étaient rangés dans un tube en carton qui portait l'étiquette « Projet d'extension », annexe et 1905. Mais en les déroulant, il vit immédiatement qu'il y avait une erreur. Ces plans ne concernaient pas l'annexe. Ils semblaient être une version alternative, une version préliminaire des plans originaux de l'aile ouest, celle où se trouvait sa propre cellule. C'était un dossier mal classé, une erreur administrative vieille de plus d'un siècle. Pour n'importe qui d'autre, ce n'eût été qu'une curiosité, une note de bas de page dans l'histoire de la prison. Mais pour Julien, dont l'esprit était entraîné à chercher la signification dans les détails, c'était une énigme. Il commença à comparer ces plans préliminaires avec les plans finaux de l'aile ouest qu'il avait déjà classés. Au premier abord, ils semblaient presque identiques. La disposition des cellules, la largeur des couloirs, l'emplacement des escaliers, tout correspondait. Mais son œil d'expert remarqua une différence. Une différence subtile, mais fondamentale. Sur le plan préliminaire, il y avait un élément qui n'existait pas sur le plan final. C'était un puits de ventilation. Un grand puits vertical, de section carrée, qui partait du sous-sol, traversait tous les étages de l'aile ouest et débouchait sur le toit. Il était clairement indiqué, avec des notes techniques sur ses dimensions et les matériaux à utiliser. Sur le plan final, ce puits avait disparu. Il n'y avait à sa place qu'un mur plein. Julien fronça les sourcils. C'était étrange. Un changement de plan aussi majeur au cours de la construction était rare et coûteux. Pourquoi l'architecte original, un homme nommé Victor Blanchard, un ingénieur réputé pour sa logique implacable, aurait-il conçu un système de ventilation centrale pour ensuite l'abandonner? Il examina les notes marginales sur le plan préliminaire. Il y avait des calculs, des annotations et une note, presque effacée, écrite d'une main pressée, conduit V non conforme. Risque structurel. Murage immédiat. Le cœur de Julien commença à battre plus vite. Non conforme. Risque structurel. Murage immédiat. Ces mots racontaient une histoire. Une histoire de crise sur le chantier, il y a plus de 100 ans. Il semblait que le puits de ventilation avait été commencé, peut-être même terminé, puis, pour une raison inconnue, jugé dangereux et condamné à être muré, effacé des plans finaux, oublié de l'histoire. Une question folle et dangereuse, commença à se former dans son esprit. Le puits avait-il été seulement muré, ou avait-il été comblé? S'il avait seulement été muré, alors il existait toujours. Un vide. Un chemin vertical secret, traversant toute la prison, caché à l'intérieur des murs. Un chemin qui n'apparaissait sur aucune carte moderne. Une erreur de construction centenaire. Une voie d'évasion potentielle. La découverte du puits de ventilation fantôme transforma la routine d'archivage de Julien en une enquête secrète et obsessionnelle. Il ne pouvait plus regarder les murs de la prison de la même manière. Il les voyait maintenant comme des coquilles, des façades qui cachaient peut-être un vide, un secret. Il devait savoir. Il devait vérifier si le puits existait réellement. Le plan préliminaire était sa carte au trésor, mais il devait trouver l'emplacement physique de la croix. Il passa les jours suivants à étudier le plan avec une intensité fiévreuse. Il mémorisa chaque détail, chaque mesure. Le plan indiquait que le puits se trouvait dans l'épaisseur du mur qui séparait les cellules des détenus du couloir de service principal. Il était positionné exactement entre la cellule B12 et la cellule B14. Sa propre cellule était la B16, 2 portes plus loin. Il commença par une phase d'observation discrète. Il avait besoin de mesurer les distances dans le monde réel pour les comparer à celles du plan. Il utilisa une technique simple mais efficace. Il mesura la longueur de ses propres pas avec une précision de cordonnier. Puis, lors de ses déplacements autorisés dans le couloir, il compta le nombre de pas entre les portes des cellules, entre sa cellule et l'escalier, entre l'escalier et la salle de douche. Il créa une carte mentale des distances réelles de son environnement. Il compara ces mesures à celles du plan. Et elles correspondaient. Avec une précision stupéfiante. Il calcula l'emplacement exact du mur où le puits de ventilation aurait dû se trouver. C'était un mur plein, identique à tous les autres. Il n'y avait aucun signe extérieur, aucune fissure, aucune différence de texture. Si le puits existait, il était parfaitement caché. Il devait trouver un moyen d'examiner ce mur de plus près. Il ne pouvait pas simplement aller dans le couloir et commencer à tapoter sur les murs. Ce serait immédiatement suspect. Il avait besoin d'un prétexte. Il le trouva dans son propre travail. Il se plaignit à son gardien superviseur, un homme d'un certain âge et plutôt laxiste nommé Sergent Bernard,
de l'humidité dans une section des archives du sous-sol. « Sergent, dit-il avec un air préoccupé, les plans les plus anciens commencent à moisir. Je pense qu'il y a une infiltration d'eau qui vient du mur ouest. » Le mur ouest du sous-sol se trouvait directement sous le couloir de son bloc cellulaire. C'était une excuse parfaite pour aller examiner les fondations. Bernard, qui ne voulait pas être tenu pour responsable de la destruction de documents historiques, lui donna l'autorisation d'aller inspecter, accompagné d'un autre détenu pour l'aider. C'était encore mieux que ce qu'il avait espéré. Il se retrouva dans le sous-sol, dans un couloir de service poussiéreux qui courait directement sous le couloir de son bloc. Il avait son plan mental. Il compta les pas, se positionna à l'endroit exact où le puits aurait dû commencer. Le mur ici était en pierre brute, les fondations de la prison. Il commença son examen. Il tapota sur le mur avec le manche d'un marteau. Le son était plein, solide. Il se déplaça, tapotant, écoutant. Et puis, il l'entendit. Un son différent. Un son légèrement creux. Un boom sourd au lieu d'un tac sec. Son cœur se mit à battre plus vite. Il était au bon endroit. L'autre détenu le regarda, perplexe. « Qu'est-ce que vous faites, le prof ?»« Je vérifie l'intégrité de la maçonnerie, répondit calmement Julien. Cette zone semble moins dense. C'est probablement là que l'humidité s'infiltre. Il avait une explication plausible pour son comportement étrange. Il avait trouvé la preuve. Le puits existait. Il était là, à quelques centimètres de lui, caché derrière une fine couche de briques et de mortier. C'était un fantôme dans les murs, un vide qui attendait d'être libéré. La confirmation de l'existence du puits de ventilation changea tout. L'évasion n'était plus un fantasme, mais un projet d'ingénierie. Julien savait qu'il ne pouvait pas utiliser la force brute. Il ne pouvait pas creuser un tunnel comme dans les films. Il devait être silencieux, patient, invisible. Sa première tâche était de trouver un moyen d'accéder au puits depuis sa cellule. Le mur de sa propre cellule était trop éloigné. Mais la cellule B14, celle qui était adjacente au puits, était sa cible. Il devait trouver un moyen d'y être transféré. C'était presque impossible. Les transferts de cellules étaient rares, et toujours justifiés par des raisons de sécurité ou de discipline. Il ne pouvait pas simplement le demander. Il devait créer une situation qui rendrait le transfert inévitable. Il se tourna à nouveau vers les archives, sa source inépuisable de connaissances. Il commença à étudier les plans du système de plomberie de la prison. Il passa des semaines à déchiffrer les schémas complexes, à suivre le parcours des tuyaux d'eau et d'évacuation. Il découvrit une particularité dans le système de sa propre cellule, la B16. Le tuyau d'évacuation de ses toilettes était connecté à une colonne de chute principale qui passait très près de la cellule B14. Et il remarqua, sur un plan de maintenance datant des années 50, une note sur une faiblesse chronique dans une section de ce tuyau, une zone sujette aux obstructions. Il avait son plan. Il allait provoquer une inondation. Une inondation contrôlée, localisée, qui rendrait sa propre cellule inhabitable et qui semblerait être un accident, une conséquence de la vétusté du système. Il commença à collecter des matériaux. Il utilisa le fil de son balai pour créer une sorte de furet de plombier improvisé. Il déchira des bandes de son matelas et les enroula autour, créant un bouchon compressible. Pendant plusieurs nuits, il travailla sur ses toilettes. Il inséra son bouchon dans la canalisation, le poussant aussi loin que possible, jusqu'à ce qu'il atteigne la zone de faiblesse qu'il avait identifiée. Puis, il tira la chasse d'eau. Encore et encore. L'eau commença à refluer, lentement d'abord, puis de plus en plus vite. Bientôt, sa cellule fut inondée de plusieurs centimètres d'eau sale. Il appela les gardiens. Lorsqu'ils arrivèrent, ils trouvèrent une scène de chaos. L'eau débordait dans le couloir. Ils durent couper l'eau de tout le bloc. Le lendemain, une équipe de plombiers intervint. Ils confirmèrent le diagnostic, une obstruction majeure dans la colonne de chute principale, exactement là où les vieux plans l'indiquaient. La cellule de Julien fut déclarée insalubre, nécessitant des réparations majeures qui prendraient des semaines. Il devait être déplacé. Le chef de bloc, Dubois, consulta le plan d'occupation. La plupart des cellules étaient pleines. Mais il y en avait une de libre. Une seule. La cellule B14. « Mettez-le là, ordonna Dubois, sans se douter qu'il venait de donner à Julien la clé de sa propre prison. Julien fut transféré le jour même. Il entra dans la cellule B14, son cœur battant d'un triomphe silencieux. Il était maintenant à côté du mur. Le mur qui cachait le puits. Il posa sa main sur la surface froide. Il était chez lui. Il avait utilisé une carte de plomberie comme une arme, une connaissance du passé pour manipuler le présent. Il avait transformé une inondation en une opportunité.
Il était prêt à commencer la phase finale de son travail, l'ouverture du chemin. Le travail sur le mur de la cellule B14 fut une leçon d'archéologie clandestine. Julien savait que le puits de ventilation avait été muré avec des briques et du mortier. Il devait trouver un moyen de retirer ces briques, une par une, sans faire de bruit et sans laisser de traces visibles. Il ne pouvait pas utiliser de marteau ou de burin. Le son se propagerait dans toute la prison. Il devait utiliser une méthode plus subtile, une méthode de patience et de précision. Il se tourna à nouveau vers son savoir d'historien. Il se souvint d'avoir lu des techniques de construction romaines et médiévales. Il savait que le mortier à la chaux, utilisé à la fin du XIXe siècle, bien que durable, avait une faiblesse. Il était vulnérable à certains acides faibles, qui le dissolvaient lentement. Il avait besoin d'un acide. Il le trouva dans un endroit inattendu, la cuisine de la prison. Il avait remarqué que les cuisiniers utilisaient de grandes quantités de vinaigre pour nettoyer les surfaces en acier inoxydable. Le vinaigre, l'acide acétique, était un acide faible, mais avec du temps, il pouvait faire des merveilles. Il se porta volontaire pour la corvée de nettoyage de la cuisine, une tâche que personne ne voulait. Pendant des semaines, il subtilisa de petites quantités de vinaigre, les cachant dans des bouteilles en plastique qu'il dissimulait dans sa cellule. Il avait son réactif. Il avait besoin d'un outil d'application. Il utilisa une de ses brosses à dents, en taillant les poils pour créer une pointe fine et précise. Il commença son travail, la nuit, lorsque le silence était total. Il choisit un joint de mortier dans la partie la plus sombre de sa cellule, près du sol. Il trempa sa brosse à dents dans le vinaigre et commença à peindre le joint. Le processus était d'une lenteur exaspérante. Il appliquait le vinaigre, attendait qu'il agisse, puis grattait doucement le mortier ramolli avec un morceau de métal aiguisé. Il ne retirait qu'une fine poudre à chaque fois, qu'il cachait dans ses poches et dispersait ensuite dans la cour de promenade. Il travailla comme un moine enlumineur, mais au lieu d'ajouter de la couleur, il en retirait. Nuit après nuit, semaine après semaine, il creusa son chemin à travers le mortier. C'était un travail de patience et de foi. Il y eut des moments de doute, des moments où il avait l'impression que le mur était une entité vivante qui résistait à ses efforts. Mais il persista, animé par la vision de l'obscurité qui se trouvait de l'autre côté. Après près de 3 mois de ce travail méticuleux, il sentit son outil traverser le joint. Il avait atteint le vide. Il avait percé la première couche. Il continua, travaillant maintenant sur tout le périmètre de la brique. Finalement, après une autre semaine, il sentit la brique bouger. Avec une précaution infinie, il la fit basculer et la retira du mur. Il la remplaça immédiatement par un facsimilé qu'il avait fabriqué avec du carton et de la poussière de brique, un camouflage parfait. Il avait maintenant une petite ouverture, une fenêtre sur son chemin secret. Il regarda à l'intérieur. C'était l'obscurité totale. Mais il sentit un courant d'air, plus fort cette fois, qui sentait la poussière centenaire et l'oubli. Le puits était là. Il était réel. Il continua son travail, brique par brique. Il créa une ouverture assez grande pour qu'il puisse passer, qu'il camouflait chaque matin avec un panneau de briques factices. Il était un archéologue de sa propre liberté, creusant à travers les couches du temps pour atteindre un passé oublié qui contenait son avenir. Le passage à travers le mur fut comme une naissance. Julien se glissa de l'espace confiné et familier de sa cellule dans un monde nouveau et inconnu. Il se retrouva dans une obscurité totale, au fond du puits de ventilation. L'air était froid, stagnant, et saturé de l'odeur de la poussière et de la décomposition lente. Le silence était absolu, un silence qui n'était même pas troublé par les bruits lointains de la prison. Il était dans une bulle de temps, un espace qui n'avait pas été perturbé depuis plus d'un siècle. Il alluma sa petite lampe de poche artisanale. Le faisceau révéla un puits carré d'environ 1 mètre sur 1 mètre, dont les parois étaient en briques noircies par la suie. Il était au fond, sur un tas de débris de construction laissés par les ouvriers 100 ans plus tôt. Il leva sa lampe. Le puits montait tout droit, une cheminée noire qui se perdait dans l'obscurité au-dessus de lui. C'était son chemin vers le ciel. Mais comment monter? Les parois étaient lisses. Il n'y avait pas d'échelle. Il se souvint des notes sur le plan de l'architecte. Le puits avait été conçu pour une ventilation naturelle, basée sur l'effet de cheminée. Mais il devait aussi être accessible pour l'entretien. Il commença à examiner les murs de plus près. Et il les vit. Encastrés dans la brique à intervalles réguliers, il y avait des barreaux de fer, des échelons de service, exactement comme sur le plan. Ils étaient couverts de rouille et de toiles d'araignée, mais ils étaient là. C'était son échelle vers la liberté. L'ascension fut l'épreuve la plus physique de sa vie. Il n'était pas un jeune homme, et des années de sédentarité en prison avaient affaibli son corps. Chaque échelon était un effort. Les barreaux étaient froids et glissants. Il montait lentement,
dans une obscurité presque totale, seulement guidé par le faible faisceau de sa lampe. Il montait à travers les étages de la prison, un fantôme dans ses murs. Il pouvait parfois entendre des bruits étouffés à travers la brique, une conversation, le son d'une télévision, le claquement d'une porte. Il était si proche, et pourtant si loin, séparé de ses geôliers par quelques centimètres de maçonnerie. Il monta pendant ce qui lui parut des heures. Il passa le premier étage, le deuxième, le troisième. Il arriva enfin au niveau du toit. Il sentit un courant d'air plus fort, plus frais. Il leva sa lampe et vit, au-dessus de lui, une grille en fonte, qui fermait le sommet du puits. C'était la dernière porte. La grille était lourde, massive, et fixée par de gros boulons rouillés. Il sortit les outils qu'il avait passé des mois à fabriquer, une clé à molette improvisée, un petit levier. Il commença à travailler sur les boulons. C'était un travail épuisant, dans une position inconfortable, suspendu à son échelle. La rouille avait soudé les boulons au métal. Il dut utiliser toute sa force, ses muscles protestant. Un par un, les boulons cédèrent avec un grincement de protestation. Enfin, la grille fut libre. Il la poussa. Elle s'ouvrit sur la nuit. L'air frais de la nuit fut un choc, une bénédiction. Après des années passées à respirer l'air recyclé et vicié de la prison, l'air pur du monde extérieur était d'une douceur et d'une richesse incroyables. Julien se hissa hors du puits et se retrouva sur le toit plat de l'aile ouest de la prison. Il était dehors. Il était libre. Le spectacle qui s'offrit à lui le laissa sans voix. En dessous de lui, la prison était une masse sombre et silencieuse, un monstre endormi. Mais au-delà des murs d'enceinte, la ville scintillait de milliers de lumières, une galaxie de vie et de liberté. Le ciel, au-dessus de lui, était immense, piqué d'étoiles, un dôme infini qu'il n'avait pas vu depuis si longtemps. Il resta là un long moment, simplement à respirer, à regarder, à sentir. Il était un homme qui revenait d'entre les morts. Mais il n'était pas encore complètement libre. Il devait descendre. Le toit se trouvait à plus de 20 mètres du sol. Il avait prévu le coup. Il avait passé des semaines à tresser une corde avec des dizaines de draps déchirés en lanières, une corde solide et fiable. Il l'avait cachée dans le puits de ventilation. Il la récupéra et l'attacha solidement à la base de la cheminée du puits. Il la laissa tomber le long du mur. Elle atteignait presque le sol. Il commença sa descente en rappel, ses mains brûlées par le frottement, son corps protestant à chaque mouvement. Il atteignit enfin le sol, à l'extérieur du mur d'enceinte. Il était dans la zone neutre, entre le mur principal et la clôture extérieure. Il se cacha dans l'ombre et attendit, observant les rondes des gardes dans les miradors. Il attendit le moment parfait, le changement de garde, la minute d'inattention. Il courut, se jeta au sol, rampa. Il atteignit la clôture extérieure. Il utilisa une pince coupante qu'il avait fabriquée pour couper les fils. Il se glissa à travers l'ouverture. Il était de l'autre côté. Il était vraiment libre. Il se retourna et regarda une dernière fois la forteresse de Belle-Roche. Il n'éprouvait ni haine ni colère. Seulement une sorte de pitié pour ceux qui étaient encore à l'intérieur, prisonniers d'un système qui ne voyait que les murs et ignorait les secrets qu'ils contenaient. Il se tourna et s'enfonça dans la forêt, un fantôme disparaissant dans la nuit. La disparition de Julien Perrault fut une énigme totale pour l'administration de Belle-Roche. Le matin, lorsque les gardiens trouvèrent sa cellule vide, ce fut la panique. L'alarme générale fut déclenchée. On fouilla la prison de fond en comble. On compta et recompta les détenus. Mais Julien était introuvable. L'enquête fut menée avec une rigueur extrême. On examina sa cellule au microscope. Elle était fermée à clé de l'intérieur. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Les barreaux de la fenêtre étaient intacts. Les murs étaient solides. On interrogea les gardiens, les autres détenus. Personne n'avait rien vu, rien entendu. C'était comme s'il s'était évaporé. L'enquête conclut finalement à la seule explication qui semblait logique. Il avait dû se suicider et son corps avait été dissimulé de manière ingénieuse par d'autres détenus, pour des raisons inconnues. C'était une théorie faible, mais c'était la seule qui permettait de préserver la réputation d'inviolabilité de la prison. L'affaire fut classée. Le prisonnier 734, Julien Perrault, fut déclaré officiellement décédé. Son nom fut rayé des registres. Il avait été effacé de l'histoire de la prison. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, un homme avec une nouvelle identité commença une nouvelle vie. Il trouva un travail modeste comme restaurateur de livres anciens dans une petite ville de province. Il passait ses journées dans le silence et l'odeur du papier, un monde qui lui était familier et apaisant. Il ne parlait jamais de son passé. Mais parfois, en travaillant sur une vieille carte, il souriait.
Il savait que les cartes les plus importantes ne sont pas toujours celles qui montrent les chemins existants, mais parfois celles qui révèlent les chemins oubliés. Il avait passé des années à archiver le passé d'une prison. Et à la fin, c'est ce même passé, cette erreur centenaire, qui lui avait offert un avenir. Il était l'archiviste qui s'était échappé en tournant une page que tout le monde croyait définitivement fermée.